Regain de surface de l'affaire dite d'escroquerie internationale. Après quelques mois de silence radio, le conseil d'avocats de l'ancien ministre Pascal Bodiona était face à la presse ce lundi. Le conseil dénonce ce qu'il appelle une hérésie judiciaire et politique. Vous aurez les détails dans cette édition avec Samuel Niaoui. Procès contre des journalistes en Égypte. 5 reporters d'Al Jazeera accusés d'avoir soutenu les frères musulmans écopent de 7 à 10 ans de prison. Parodie de justice selon les responsables en charge des droits humains. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue sur LCF. Injustice, irrégularité, provocation, aberration, misère de procédure. Des mots employés ce lundi par le conseil d'avocats de l'ancien ministre Pascal Bodiona pour qualifier l'affaire d'escroquerie internationale dans laquelle le client est impliqué. Devant la presse, les avocats ont égrené le chapelet de cette procédure enclenchée contre le ministre Pascal Akousoulel Bodiona depuis le 2 mars 2011. Procédure judiciaire qui a connu moult rebondissements, procédure judiciaire que le Conseil qualifie désormais d'hérésie politico-judiciaire. Les explications de Samuel Niaoui et a été écrites. Une salle archi-comble de journalistes, défenseurs des droits de l'homme et simples curieux pour assister à cette première sortie publique de l'ancien ministre de l'administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales, Pascal Akousoulel Bodiona, et son collectif d'avocats. Depuis sa remise en liberté provisoire le 9 avril 2013, Pascal Bodiona a observé un silence total, subissant les nombreux revers de la justice togolaise. De multiples revers qui valent aujourd'hui aux avocats de rompre une période de plus de 14 mois de silence. Pourquoi autant d'acharnement contre cet ancien bras droit de Faure Gnassingbé? Pour répondre à cette interrogation légitime, il faut retracer le feuilleton Bodiona en ses multiples rebondissements. 31 juillet 2012, à la suite d'un remaniement ministériel, Pascal Bodiona quitte le gouvernement. Dès lors, les choses se précipitent pour lui. Le 10 août 2012, il se retrouve devant le juge en charge du 4e cabinet d'instruction pour être entendu comme témoin sous la foi du serment. Le 1er septembre 2012, Bodiona est arrêté chez lui par un impressionnant dispositif de gendarmes. L'opinion nationale reste stupéfaite, la presse s'interroge sur les raisons réelles de cette affaire. Une affaire qui remonte au 2 mars 2011 suite à une première plainte présentée par Abbas Al-Youssef qui dit avoir été victime d'une escroquerie et de complicité d'escroquerie. Cette plainte a valu au ministre en fonction d'être entendu comme témoin par la gendarmerie nationale le 18 mars 2011. Les avocats dénoncent une incongruité procédurale. L'article 422, alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale dispose clairement de ce qui suit. Les membres du gouvernement ne peuvent témoigner qu'après autorisation écrite donnée par le président de la République lui-même. La demande est transmise avec le dossier par l'intermédiaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Deuxième alinéa. Leur déposition est, dans ce cas, reçue par écrit dans la demeure ou le cabinet du témoin, par qui? Par le président de la Cour d'appel. Rappelons utilement que ce 18 mars 2011, déjà, aucun des préalables prévus à l'article 422 du Code de procédure pénale n'a été respecté, ce qui entraîne pour conséquence inéluctable la nullité pure et simple de toute la procédure assise sur cette diligence viciée, profondément viciée, accomplie par la gendarmerie. L'accusation ne semble pas voir les choses de cette même façon. La procédure enclenchée se poursuivra malgré ce premier vice de procédure. Elle évoluera et aboutira à une seconde plainte diligentée par le même plaignant pour les mêmes faits. Le coup de grâce semble avoir été porté. Mais c'est sans compter avec la décision de la chambre d'accusation le 6 décembre 2013. L'on lira en effet dans la dite décision ce qui suit. Statuant en chambre de conseil et sur saisine du ministère public et de l'inculpé Bodiona en la forme, reçoit les saisines du ministère public et de l'inculpé. Au fond, les déclare fondées. Conséquence, annule purement et simplement la procédure initiée contre l'inculpé Pascal Akousoulel Bodiona
devant le premier cabinet d'instruction pour complicité d'escroquerie. Logiquement, cette affaire devrait s'arrêter là. Bojona serait blanchi et tout reprendrait son cours normal. Mais l'acharnement se poursuivra et le 4 décembre, l'impensable se produisit. Ce 4 décembre, donc, sur le fondement de la première plainte, le ministre Bojona sera dans une précipitation panique particulièrement suicidaire et contre toute attente convoqué, inculpé et mis sous contrôle judiciaire, faisant ainsi de lui, de la manière la plus atypique, c'est du jamais vu, un justiciable, 2 fois inculpé, 2 fois mis sous contrôle judiciaire, le tout sur le fondement des mêmes faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie articulés contre lui par la même personne. Pascal Bojona saisit la chambre d'accusation le 9 décembre 2013 pour redresser les torts à lui causés. Malgré cela, rien ne change, rien ne bouge, sinon que tout semble reculer. Toute chose qui exacerbe les avocats qui voient dans cette affaire l'œuvre d'une main invisible. N'est-il pas suffisamment clair désormais que les réels motifs de l'inculpation du ministre Bojona à Kousselou Pascal se trouvent ailleurs? Pour Pascal Bojona, le tort n'a que trop duré. Il faut passer à une étape supérieure pour restaurer la vérité. Je demande solennellement au collectif de mes avocats de faire les diligences urgentes et nécessaires en vue de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO aux fins de constatation des violations plus que nombreuses de mes droits fondamentaux et aux fins de ces sanctions. L'affaire d'escroquerie internationale devenue affaire Bojona n'a pas fini de faire couler de l'encre et des salives. Ce sera désormais à la Cour de justice de la CEDEAO de dire le droit. Une déclaration politique très attendue au cours de cette sortie médiatique, c'est bien celle du principal concerné, le ministre Pascal Bojona. Eh bien, ça y est, après avoir fait son mea culpa au peuple togolais, Pascal Bojona brandit à nouveau son manteau de politicien. Mieux, annonce son retour sur la scène politique. Pascal Bojona veut dire désormais son mot dans le débat politique, mais il est resté très énigmatique sur son adhésion à tel ou tel bord politique. C'est une conférence de presse qui signe le retour de Pascal Bojona devant la scène politique. Je vous dis solennellement que je serai présent, je ne serai pas absent de la scène politique togolaise. Une annonce très attendue par les journalistes qui brûlent d'interrogations. Pascal Bojona va-t-il retourner dans son ancienne famille politique? Va-t-il se diriger vers l'opposition? Ou va-t-il créer sa propre formation politique? À toutes ces questions, l'homme répond par une énigme. Il est malsain de dire que l'opposition a soutenu Bojona, donc il faudrait que, en remerciement, je m'aligne à l'opposition. L'opposition, elle est d'ailleurs aujourd'hui plurielle. Il sera aussi, alors que vous êtes un enfant qui est chassé de votre maison avec des gourdins au départ, et que vous avez la certitude que désormais, c'est des flèches empoisonnées qui doivent être utilisées contre vous. Vous n'avez qu'un choix. Avoir votre hutte ou s'abriter sous le toit de quelqu'un. Comprennent ceux qui veulent comprendre. Une énigme qui a le mérite d'éclairer les uns et les autres sur les projets futurs du ministre Bojona. Mais cette rencontre avec la presse est surtout l'occasion pour ce dernier de faire son mea culpa. J'ai un regret. Et ce regret, je l'ai exprimé ce 9 avril. Celui de faire un mea culpa à l'endroit de tout le peuple togolais et pour tout ce que mon action politique aurait frustré à un moment donné de notre histoire. J'ai contribué à asseoir un système, je ne le dénierai jamais. Mais mon regret, c'est par rapport au peuple togolais à qui, une fois encore, je présente mes excuses pour tout ce que mon action politique
aurait frustré, et à vous aussi. Après plus de 14 mois de silence, les journalistes ont aussi l'occasion encore une fois d'apprécier que Pascal Bodiona n'a rien perdu de son sens politique. Interrogé sur les suites du dialogue politique, sa réponse est celui d'un fin connaisseur de la politique. Je dis avec force, et je l'affirme, que c'est un courage exceptionnel. Maintenant, le contenu, je partage le contenu. Mais encore une fois, le problème des tests. Le gouvernement n'a aucune compétence à prendre une initiative de la révision constitutionnelle. Voilà encore une violation royale des dispositions de l'article 76 et de l'article 144 de la Constitution togolaise. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et à au moins un cinquième des membres de l'Assemblée nationale. Article 144 de la Constitution togolaise, en vigueur. L'animal politique est de retour. Mais à quel camp ce retour va-t-il profiter? Seul l'avenir permettra de répondre à cette question. Autre sujet de l'actualité, la 13e séance de la première session ordinaire tenue ce lundi par l'Assemblée nationale. L'hémicycle avait sur sa table le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo au protocole d'amendement et à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Ce texte, adopté déjà en juin 1999 à Bruxelles, vient d'être ratifié par la majorité des députés. ADI, ANC, Arc-en-Ciel se sont abstenus. Compte rendu Rajoul Mouramadou, Herman Congo. 2 articles étaient soumis ce lundi à l'examen des parlementaires au titre du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo au protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adopté à Bruxelles le 26 juin 1999. En son article premier, le texte autorise l'adhésion du pays au protocole et, en second, l'érige en loi de la République. La ratification du protocole devrait paver la voie vers la conformisation du Togo aux règles de facilitation du commerce international. Elle va aussi moderniser le Code des douanes du Togo en le mettant à jour dans son fonctionnement et ses missions. Cet instrument leur permet de protéger la population togolaise, en ce sens que cette modernisation du cadre législatif douanier permet de lutter davantage contre la fraude et surtout contre les produits contrefaits. À la clé, c'est l'harmonisation des régimes douaniers qui est en ligne de mire. Une harmonisation qui vise la modernisation du fonctionnement des douanes togolaises avec toute une panoplie d'impacts positifs à escompter. Le Togo ne peut qu'approuver l'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers dont le but principal est de faciliter, de simplifier et d'harmoniser les régimes et pratiques douanières. Il s'agit de faire en sorte que soit gommé tout ce qui peut constituer une entrave au commerce international et aux autres échanges au niveau mondial. Quand on considère les autres effets attendus du nouveau texte de loi, à savoir une offre d'un meilleur service aux usagers des douanes togolaises, une plus grande capacité de notre pays à attirer des investisseurs et surtout une meilleure mobilisation des recettes douanières, nous pouvons légitimement estimer que nous venons de faire œuvre utile. Dans les rangs de la majorité présidentielle, le projet fait l'unanimité car on estime qu'il va enraciner les douanes togolaises dans le sillon de la globalisation des échanges économiques en cours. En donnant à la douane les outils nécessaires pour faire face aux changements dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives, l'amendement offre un meilleur service aux usagers des douanes togolaises. Ainsi, l'adhésion de notre pays à ce protocole d'amendement constitue un atout indéniable dans ses relations avec les investisseurs étrangers et dans sa marche vers la modernisation de ses services. En face, la ratification du protocole ne suscite que l'indifférence des députés. Les groupes parlementaires ANC, ADI et Arc-en-Ciel s'abstiennent. L'opposition observe cette consigne de motus et bouche cousue dans l'hémicycle en représailles à la levée de l'immunité parlementaire et de l'inculpation du député Targone de la coalition Arc-en-Ciel. Malgré les réticences des parlementaires de l'opposition, le Togo adopte le protocole et devient le 17e pays africain à se conformer aux normes internationales pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers.
La suite de cette édition, permettre aux femmes de jouer leur rôle dans la gouvernance locale. Le but d'une série de formations sur la décentralisation et la gouvernance locale lancée ce lundi par le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement en abrégé GF2D. Cette formation, comme son nom l'indique, a possible des femmes, des partis politiques et des jeunes filles des associations. Les initiateurs comptent toucher à terme au moins 150 d'entre elles. Jacques Pekemsi, Ayovi Dossé. Elles constituent plus de 50% de la population et pourtant les femmes sont faiblement représentées dans les postes électifs et nominatifs. C'est donc pour arriver à renverser cette tendance que le GF2D a initié cette série de formations. Ces femmes venues d'une dizaine de partis politiques et d'associations vont être formées sur la gouvernance locale et la décentralisation. Pour favoriser l'émergence des femmes, il faut leur donner les outils nécessaires pour qu'elles soient des partenaires efficaces dans ce processus de décentralisation. Nous aborderons plusieurs thématiques: l'État et la République, les droits humains, la décentralisation, qu'est-ce que c'est? La gouvernance locale, qu'est-ce que c'est? Quelle doit être la participation des femmes, donc les enjeux liés à la participation des femmes. Nous avons des thématiques sur la communication. Il faut apprendre aux femmes à communiquer. Comment doit se présenter la rhétorique en matière politique? C'est ce que nous voulons apprendre aux femmes. Et ces femmes que nous formons à travers ces ateliers, nous les considérons comme des formatrices d'autres femmes dans leurs partis politiques, dans leurs organisations communautaires et dans leurs associations, etc. L'implication des femmes dans le processus de décentralisation et de gouvernance locale, au-delà d'être une opportunité d'intégration du genre dans la gestion de la chose publique, constitue également une exigence de développement. Cette représentativité des femmes est importante. Les femmes sont là, elles sont disponibles, elles ont les capacités, elles ont les compétences, elles ont l'engagement. Donc à travers tout ce que nous avons comme formation, nous voulons soutenir les femmes pour qu'elles puissent apporter toute la contribution qu'elles sont capables d'apporter pour que notre pays se développe d'une manière accélérée. Et il n'y a pas une meilleure opportunité que ces formations qui aident les femmes à apprendre des nouvelles techniques, à échanger entre elles. Et nous sommes contents aussi de voir plusieurs hommes qui sont venus participer. Vivement que tout le monde sache que la participation de la femme à la politique est une opportunité pour le Togo et nous devons soutenir cela de toutes les manières que nous pouvons. La série de formations qui s'ouvre ce jour va toucher au total 150 femmes. Le projet s'inscrit dans le cadre de partenariat avec la fondation Hans Sedel, dont le premier volet avait été réalisé en 2013. La fondation Hans Sedel est une formation politique allemande et qui dit allemand dit décentralisation. Donc chez nous, c'est vraiment tout est décentralisé. Et le rôle de la commune est très important et quiconque n'arrive pas là pour gérer la commune. Nous voulons encore les outiller, les encadrer davantage pour que quand on va lancer les élections locales, elles seront prêtes à jouer leur rôle pleinement dans la commune. La formation à Lomé va durer 3 jours. Après, elle se poursuivra dans les autres villes de l'intérieur du pays jusqu'au mois d'août. Et parmi ces femmes figurent justement des veuves. Ceci nous amène à vous parler de la journée internationale de la veuve. La célébration au Togo a été pour le Fonds d'aide aux veuves et orphelins Fondavo et le ministère de l'Action sociale une occasion pour organiser un colloque autour du thème « Comment sauvegarder la dignité de la veuve au Togo ?» À travers le développement, beaucoup se sont vus rappeler leurs droits. Le point avec Ida Aziadvor et Renaud Alaharek. Toutes présentes en ce jour de la célébration internationale de la veuve. Ces femmes représentent une couche importante de la population, mais pourtant, elles sont sujettes à des traitements inhumains à cause de leur statut de veuve. Malgré l'existence des tests et instruments, ces femmes sont privées du droit foncier et des moyens d'assurer leur survie. Ce présent colloque vise donc à les sensibiliser sur leurs droits. Et cette journée permet de sensibiliser tous les acteurs à l'urgente nécessité de poser des actes concrets pour aider à lutter contre les abus à l'encontre des veuves et de leurs enfants. Il s'agit à ce que chacun se sente interpellé et responsable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas spolier les veuves des biens,
On ne doit pas les humilier, les dégrader, les mettre dans un état où elles ne peuvent pas continuer leurs activités économiques, où elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. À travers cette journée, nous avons saisi l'opportunité pour sensibiliser les veuves à leurs droits. Parce que les droits existent aujourd'hui dans notre code. Le code a été révisé et a pris en compte plusieurs des préoccupations. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà des avantages dans le code qui ont été consacrés. Fort de ces constats, le Fonds d'aide aux veuves et orphelins, Fondavo, a initié depuis 4 ans la célébration de la Journée internationale de la veuve au Togo. À cette 4e édition, ces veuves vont bénéficier de plusieurs formations. Nous allons les informer sur la finance inclusive parce que nous saluons les nouvelles dispositions du gouvernement et nous voulons qu'elles s'approprient, qu'elles aillent aussi pour bénéficier des fonds qui sont mis à leur disposition. Par rapport aux droits, le Code des personnes des familles améliore un peu leurs droits. Elles doivent être informées pour se défendre. Nous allons les sensibiliser également sur la recherche de l'emploi. La LP va faire une communication. Il faut qu'elles fassent une démarche volontaire d'inscription et de recherche de l'emploi et elles vont trouver dans leur domaine même des emplois de ménagères. Pour donner de la joie à ces femmes en ce jour qui leur est dédié, des vivres et non-vivres et des microcrédits leur ont été distribués. Quand Fondavo organise cette journée, elle fait des dons aux veuves et des dons de vivre et de non-vivre aux veuves pour leur permettre d'aller fêter, puisque c'est une journée de fête pour les veuves. Donc c'est juste pour leur permettre d'aller au moins se réjouir à la maison. Pour rappel, la Journée internationale de la veuve a été instituée par une résolution présentée par le Gabon et adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. Et depuis, des actions sont menées afin de préserver la dignité de ces femmes. L'actualité hors du Togo, je vous le disais dans les titres, la cour d'assises du Caire a condamné 5 journalistes travaillant pour la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera à des peines allant de 7 à 10 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir soutenu la confrérie des frères musulmans, déclarée organisation terroriste en Égypte depuis décembre dernier. 9 autres accusés, jugés par contumace, ont été condamnés à 10 ans de prison. Ils vont payer pour ça, je le jure. C'est l'ancien chef du bureau d'Al Jazeera au Caire qui hurle depuis la cage où il vient d'entendre l'énoncé du verdict. 7 ans de prison ferme pour lui et son confrère australien Peter Grest. Leur confrère Baher Mohamed, lui aussi détenu depuis 6 mois, écope de 10 ans. Ce procès est truqué, c'est clair et net. Cette affaire est corrompue et politisée depuis le début. Depuis le début, les accusés s'estiment otages d'une bataille entre l'Égypte et le Qatar, dont Al Jazeera est considéré. Mais la justice égyptienne, qui vient de condamner à mort 183 proches des frères musulmans, reste inflexible. Pour elle, ces journalistes, en donnant la parole à des proches de la confrérie, ont aidé une organisation terroriste. Un verdict qui, selon Al Jazeera, défie toute logique et nie la justice et plonge l'Australie dans l'embarras. Le gouvernement australien est choqué par ce verdict. Nous sommes stupéfaits qu'une peine ait été prononcée et consternés par sa sévérité. 11 autres personnes, dont 2 journalistes britanniques et un néerlandais, ont été condamnées par contumace à 10 ans de prison. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, dénoncer la répression dont ses partisans sont victimes coûte cher. Selon Reporters sans frontières, la chasse continue de cibler journalistes égyptiens, turcs ou palestiniens. En moins d'1 an, 65 journalistes ont été arrêtés. En bref, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué ce lundi une visite surprise à Bagdad, où il a plaidé pour l'union face aux extrémistes de l'EIL et promis un soutien intense et durable des États-Unis à l'Irak, dont l'existence même est, selon lui, menacée par l'avancée des djihadistes. Les insurgés sunnites consolident leur emprise dans l'ouest du pays, frontalier de la Syrie et de la Jordanie. Retour au Togo. Tout d'abord, cette brève sportive. Les éperviers du Togo ont un nouvel entraîneur depuis ce lundi. Kamile Tchakala laisse à juin du français Didier Sissa signer un contrat de 6 mois à la tête de l'équipe nationale, avec pour objectif de qualifier le Togo pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2015. Âgé de 46 ans, le jeune frère de l'ancien sélectionneur national Tchanile Bana a officié au Togo et au Niger. Les éperviers entament les éliminatoires en septembre prochain avec un déplacement sur la Guinée-Conakry.
Nous allons boucler avec la fête de la musique. C'était dimanche à la Blue Zone du groupe Bolloré. Là, vous allez le voir, l'ambiance de joie a prévalu au cours du concert organisé par l'artiste de la chanson King Vincent. Plusieurs artistes togolais ont également répondu à cette soirée populaire. Fête de la musique, l'ambiance avec Gloria Nani et Ayovi Dossé. Événements populaires essentiellement dédiés aux mordus du son et du rythme, ils sont nombreux à prendre part à ce grand concert live pour célébrer une fois encore leur passion pour la musique. Un concert qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2014 de la Fête de la musique et qui a mis sur scène King Vincent, initiateur de l'événement. C'est le 21 juin, on a la Fête de la musique. Nous, on a préféré le faire le 22 pour bien clôturer ça en beauté. C'est un combat et je suis très heureux. Gospel, zouk, rap, toutes les variétés de musique étaient au rendez-vous. Des prestations qui ont ravi le cœur du public. C'est bon le concert, j'ai apprécié, bon, il y a beaucoup de spectacles. Le concert de ce soir était bien, j'ai vu que l'organisation aussi était parfaite, j'ai aimé vraiment et j'ai apprécié, c'est bon. La soirée, ça m'a vraiment marqué, j'étais très intéressée, très motivée, je n'avais jamais assisté à un tel genre de concert, donc je suis très contente car vraiment je me suis bien amusée, c'est très intéressant, je les encourage. Cela a été également l'occasion pour apprécier les avancées de la musique togolaise. Aujourd'hui, la musique togolaise, ça va super ça va super bien. La preuve, aujourd'hui, il y a des artistes togolais qui remplissent le palais des congrès. Avant, c'était très difficile. Aujourd'hui, il y a des artistes togolais qui remplissent le stade ici à Lomé. Ça, c'est formidable. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Pour moi, tous les jeunes, tout ce qu'ils font aujourd'hui, je tiens le courage. C'est pas du tout facile. Mais en même temps, on ne jette pas l'éponge. C'est sur les rythmes qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quel qu'en soit le coup que tu reçois, tu continues sur le. Cette soirée populaire gratuite s'est concrétisée grâce au groupe Bolloré à travers sa filiale Blue Line qui a prêté son espace Blue Zone pour célébrer la fête de la musique. Je voulais te parler, je voulais t'expliquer. Via Yaoundé et partout ailleurs, restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.